Bonjour à tous. Alors c'est un récit familial au destin tragique que nous raconte Iskor, famille juive en France entre 1940 et 1944, paru aux éditions Secrets de Pays. Dans cet ouvrage, le docteur Frank Feinkuchen va à la rencontre des membres de sa famille, notamment de son grand-père Manek, qui disparaîtra des registres officiels de la Gestapo. Il est avec nous aujourd'hui pour en parler. Bonjour Frank Feinkuchen. Bonjour Chloé, merci de cette invitation. Merci à vous. Vous êtes né à Lille en 1969, ancien chef de clinique à la faculté de médecine à Paris 13. Vous êtes aujourd'hui praticien hospitalier en ophtalmologie à l'hôpital Avicenne à Bobigny et vous avez intégré le comité scientifique du futur musée de la communauté juive de Lens. C'est exact ? Tout est juste, bravo. Alors, c'est une véritable enquête que vous avez menée. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de votre projet, comment tout ceci a commencé ? Comme vous venez de le rappeler, je ne suis pas historien, pas romancier. Et tout a commencé il y a 4 ans. Ça a commencé par un email. Quelqu'un que je ne connaissais pas à l'époque, Bernard Reviriego, cherche à se mettre en contact avec un membre de notre famille pour parler de mon grand-père, Manek Feinkuchen. Et j'apprends que Bernard Reviriego est d'une part l'historien des Juifs en Dordogne. Il a écrit une monographie remarquable sur le sujet. Et par ailleurs, j'apprends, et c'est ça l'élément le plus extraordinaire, qu'il a parenté à la famille qui a protégé en Dordogne les membres de ma famille entre 1940 et 1944. Et cette rencontre a été le point de départ de découverte sur le parcours des miens, d'une histoire d'amitié entre Bernard Reviriego et moi, et puis d'une action de passeur de mémoire et de passeur d'histoire qu'a mis en place Bernard et qui m'a permis d'enquêter sur le parcours de mon grand-père et de 50 membres de ma famille pendant cette période. Avant de recevoir ce courriel, vous y pensiez déjà de faire tout ce travail de recherche ou... La mémoire, l'histoire de ma famille a toujours occupé une place importante dans ma vie. Mais la transmission familiale, et j'en parle dans le livre, était parcellaire dans ce domaine. Comme dans beaucoup de familles juives, l'histoire de cette période a été incomplètement transmise pour des raisons qui sont diverses. Et c'était mon cas. Donc j'allais dire, depuis toujours, j'étais intéressé par cette histoire. J'en restais un petit peu à la porte, puisque ça se résumait en quelques mots. Et au moment où cette rencontre a eu lieu, c'est tout à coup la porte de l'histoire qui s'est ouverte pour moi. Et c'était impossible de ne pas répondre à cet appel. Donc je dirais que c'était un appel auquel, pour rien au monde, j'aurais voulu me soustraire. Et c'est comme ça que j'ai franchi la porte de cette petite histoire qui m'a amené vers la grande histoire. Alors, on va revenir à votre grand-père. Vous classez celui-ci dans ce que vous appelez les évaporés. Ce sont des gens qui ne figurent sur aucune liste, aucun mémorial, des gens qui sortent du champ de l'histoire, des individus pour lesquels les circonstances du décès n'ont pas été documentées. Et vous allez découvrir au fur et à mesure de votre enquête que votre grand-père a vraisemblablement connu un autre sort que ce que les archives veulent bien vous faire croire. Quel genre d'homme était votre grand-père ? Alors déjà, c'était le plus jeune de sa famille. Il est issu d'une famille née en Pologne, qui au moment où la guerre commence, comporte 6 membres. Et lui, c'est le plus jeune. Dans les années 20, il y a eu des trajets migratoires des Juifs de Pologne vers la France, pour différentes raisons. Il fuyait l'antisémitisme qui commençait à augmenter en Pologne, et puis une crise économique. Et comme souvent, il y a un pionnier dans la famille qui quitte pour la première fois le foyer. Et le pionnier, c'était le frère aîné de Manek, qui s'appelle Joseph, tout à fait. Et il s'installe en France et progressivement autour de Joseph va se réunir les différents membres de la famille. Et Joseph, ça a été le pionnier à tout niveau. Son père était issu d'une yeshiva, d'une tradition d'études juives. Et Joseph se rebelle un peu, veut devenir tailleur. Donc ça crée un drame familial. Et après, une fois que lui a essuyé les plâtres, les autres ont pu suivre. Et donc voilà. Parce que ça ne se faisait pas à l'époque d'être tailleur. C'était En tout cas, c'était bien vu d'avoir un élève de yeshiva dans la famille. Donc cette tradition, tout à coup, n'était pas si bien acceptée que ça. Mais finalement, comme chaque génération le montre, une fois qu'on arrive à convaincre ses parents, pour ceux qui viennent après, c'est plus facile. Alors, il y a aussi votre grand-mère, Erna Timberg. Elle naît à Cracovie en 1906, dans une fratrie de 10 frères et sœurs, dont 3 vivent déjà en France, dans le Nord-Pas-de-Calais en 1939. Et elle va donc rencontrer votre grand-père, comment ? Alors, ils viennent s'installer à Lens. Et Lens, c'est une communauté où jusque dans les années 20, il n'y a pas de communauté juive. Et progressivement, Lens va devenir un centre d'attraction, notamment pour des juifs polonais.
Et comme souvent, on se réunit en milieu communautaire, on va dîner chez les uns et chez les autres, et à l'occasion d'une visite chez une belle-sœur, la rencontre entre Manek et Erna a lieu. Et comme dit une de mes cousines, on ne va pas chercher midi à 14h, et la rencontre a lieu, et le coup de foudre a lieu. Et c'est ainsi que l'histoire de mes grands-parents se met en place. Alors, vous parlez aussi d'autres familles liées à la vôtre. Donc, il y a les Dębinski, les Biesinski. Effectivement, vous abordez donc leur parcours. En quoi était-ce important pour vous aussi de parler d'eux ? Oui, alors c'était vraiment essentiel. Les lecteurs le découvriront à l'intérieur du récit. Le cœur de ce récit était au départ une enquête sur le parcours de déportation de mon grand-père, Manek, qui, après avoir fui de Lens jusqu'à la Dordogne, est arrêté à Lyon. Et en s'intéressant à son parcours, et notamment par le biais de cette aide apportée par Bernard Reviriego, l'archiviste de Dordogne, je me suis rendu compte que l'ensemble de ma famille, 50 membres de ma famille, s'étaient réfugiés en Dordogne pendant la Seconde Guerre mondiale, et que pour comprendre le parcours de Manek, il fallait forcément s'intéresser au parcours des uns et des autres. Et j'ai compris depuis leur fuite de Lens qu'il y avait un vrai réseau d'entraide, un vrai réseau de solidarité familiale qui les a unis avant la guerre, dans le bonheur, et qui les a unis malheureusement pour le pire pendant la guerre, et que pour comprendre le parcours de chacun d'entre eux, on ne pouvait pas ne pas considérer une vision de groupe. Et c'est en ça, je pense, aussi que cette vision de groupe, moi-même, m'a permis de comprendre quel était le destin des miens, mais de manière plus générale, le destin des Juifs en France pendant cette période. Il y a des recherches qui vous ont permis de distinguer les différents parcours des membres de votre famille. Certains sont plutôt conformes au destin d'une majorité de Juifs pendant l'occupation, mais d'autres parcours, en revanche, ont pris un tour singulier. Est-ce que vous avez un exemple en tête ? Les parcours des uns et des autres subissent, on va dire, des variations que j'ai l'impression qu'ils sont à mettre en rapport avec l'importance du danger perçu. Par exemple, Joseph Feinkuchen, le premier dont je parle, fait partie des derniers qui a pu se réfugier en Espagne avant novembre 1942, au moment où la zone sud commence à être occupée par l'Allemagne. Et il fait partie de ces parcours-là qui pressentant peut-être un danger de façon plus massive, décide de quitter la France et de tenter le passage des Pyrénées, et il arrive à se réfugier en Espagne. D'autres vont tenter le passage en Suisse. Donc on voit qu'il existe à l'intérieur de ces groupes familiaux des comportements et des mises en œuvre de méthodes de survie qui vont varier probablement au moment de leur perception un peu différente du danger les uns par rapport aux autres. Au départ, il y a un parcours assez commun, et plus le danger s'approche, et plus j'ai l'impression que les attitudes se singularisent. Et on peut le voir tout au long de ce récit, des attitudes singulières. Certains vont aller en Suisse, tandis que d'autres vont rester à la frontière et vont rester à Lyon ou Grenoble. Et vous avez été surpris par leur choix géographique ? Donc on voit que les chemins, effectivement, deviennent singuliers, qui parfois sont l'objet d'une logique et parfois sont l'objet d'éléments qui échappent au déterminisme. Et c'est ça aussi une des leçons que j'ai de cette enquête, c'est que parfois les comportements sont difficiles à appréhender du point de vue de leurs résultats. Oui. La même action peut aboutir au pire, à la déportation, et dans d'autres cas, le choix de partir aboutit à la survie. Mais a priori, quels sont les comportements qui vont permettre de vivre et quels sont les comportements qui nous amènent au pire ? On n'a pu le dire qu'après coup. Alors justement, donc, on parlait de la Dordogne, donc c'est l'entrée en guerre en 39-40. La Seconde Guerre mondiale débute le 1er septembre 1939. Le nord de la France est envahi, les habitants fuient les zones de combat, vont vers le sud. Donc le 22 juin 1940, la France vaincue signe l'armistice. Et là, l'occupant allemand met en place sa politique antisémite, mais se pose la question de comment savoir qui est juif. Donc commence alors la politique de l'identification. On demande aux juifs de se déclarer, les méthodes pour répertorier les juifs sont déjà assez organisées. À Lens, en 1940, 2 listes de juifs sont établies. Où est votre grand-père à ce moment-là ? Est-ce qu'il s'était déclaré en tant que juif ? Alors, en fait, ces 2 listes correspondent à 2 méthodes d'identification différentes des juifs. Au départ, il y avait une méthode d'identification par le fait qu'on suppose que quelqu'un est juif. Son nom est juif. Il est de notoriété publique qu'il soit juif. Et on s'est rendu compte que ces méthodes n'étaient finalement pas dans la logique nazie suffisamment efficaces. Et donc on a demandé, on a rendu obligatoire l'identification des juifs sous forme de ces listes de recensement. Les juifs devaient se recenser auprès de leur autorité préfectorale, municipale, et devaient se déclarer en tant que juifs. Mon grand-père, comme beaucoup de juifs de Lens,
à cette époque, n'étaient plus à Lens, parce que ces Juifs de Lens avaient un amour pour la France, une passion pour la France, et que beaucoup d'entre eux s'étaient portés volontaires dans des régiments, les régiments de marche des volontaires étrangers, qui étaient des régiments qui s'étaient constitués de Juifs immigrés notamment et d'étrangers, pour défendre la France au moment où la guerre commence. Et Manek était justement dans un de ces régiments, dans le sud de la France. Le RMVE, exactement. C'est ça, hein, Oui. Le régiment de marche des volontaires étrangers, créé le 1er mars en 1940. Oui. Alors, c'est la guerre, c'est déclaré, et du coup, les familles se précipitent sur les routes, commencent leur exode familial. Donc, vous nous racontez aussi plusieurs récits d'exode, comme celui des Garber, des Bienzuski, et il y a évidemment des passages par Paris, où étrangement, c'est encore la paix. Ils sont étonnés d'ailleurs en arrivant que tout se passe bien, et puis ils décident donc, comme on le disait, de descendre en Dordogne, et votre grand-père va les rejoindre par la suite. Alors, on se posait la question de pourquoi la Dordogne, surtout qu'il n'y avait pas de communauté juive là-bas à cette époque. Oui. Alors la Dordogne, effectivement, pourquoi on se pose dans un territoire qui jusque-là ne doit pas nous évoquer grand-chose? La Dordogne, vous le dites très bien, en fait, au 19e siècle, on recense un juif en Dordogne, donc on ne peut pas parler de communauté à cette époque. Et la situation va complètement changer en 1939, parce qu'en septembre 1939, dès que la guerre est déclarée, les populations de l'Est, les populations du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de Moselle, vont être amenées dans les territoires du centre de la France pour les protéger des combats à la frontière. Et toute la population strasbourgeoise, par exemple, va s'installer à Périgueux et dans sa région, et va amener avec elle l'ensemble des structures cultuelles, des hôpitaux. L'hôpital Adassa est là-bas, l'Orte est là-bas, les éclaireurs israélites de France s'installent là-bas. Et également la synagogue, toutes les structures administratives s'installent là-bas, mais également les structures de Strasbourg. La mairie de Strasbourg est délocalisée à Périgueux. Et c'est dans ce territoire où tout à coup arrivent beaucoup de réfugiés et beaucoup de réfugiés juifs que ma famille s'implante. Et les liens au départ sont pas intenses. On a affaire à deux populations qui ont des origines différentes. Il y a une population installée de longue date sur ce territoire d'Alsace, de Lorraine, qui sont ces populations strasbourgeoises, et des populations nouvellement arrivées, ces populations d'émigrés polonais. Donc c'est deux communautés qui vivent côte à côte sans vraiment se mélanger. Et donc, votre grand-père est démobilisé, il rejoint sa femme et son fils donc en août 40 en Dordogne. Vous n'avez aucune autre information à ce moment-là. Vous ne savez pas où il loge de 1940 à 1944. Vous ne savez pas quels sont ses moyens de subsistance. À votre avis, pourquoi il y a si peu d'informations durant toute cette période ? Alors, il a fallu reconstituer ces éléments-là. Et cette reconstitution, ce qui est le cœur justement de ce travail de recherche, c'est d'essayer de ramener la mémoire familiale à l'histoire. Et ce qui a fait l'articulation, c'est d'une part des témoignages familiaux nombreux. J'ai la chance d'avoir pu reposer et étayer cette recherche sur des témoignages familiaux qui existent. Oui. Et sur l'aide d'historiens et de documents d'archives. Ce qui est formidable dans votre livre, c'est la richesse des différentes sources d'informations. Il y a des archives, des photos, des recueils, des témoignages, des correspondances, des sources bibliographiques. C'est extraordinaire. Et combien de temps vous avez mis pour tout récupérer ? Parce que c'est un travail titanesque. Il a fallu 3 ans. Je dis, j'ai de la chance qu'au sein de la famille, finalement, il y a une transmission qui s'est mise en place plus tardivement. Comme on dit souvent, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les gens ont voulu parler, mais souvent on ne les a pas écoutés, ce qui fait que les témoignages existent dans l'immédiat après-guerre et ensuite ils vont s'éteindre progressivement. Et beaucoup disent que le procès Eichmann va être un moment où la parole va ressurgir et qu'ensuite la parole des négationnistes va amener beaucoup de témoins à vouloir à juste titre prendre la parole. Et c'est dans cette étape-là qu'il y a un certain nombre de membres de ma famille qui ont été interrogés par des historiens, par des archivistes, par des membres de leur famille et qu'ils ont été filmés ou que leur conversation a été retranscrite par écrit. Et donc j'ai pu, en recherchant les uns et les autres, accéder à ce matériel de témoignage, qui est la part mémoire familiale. Parallèlement, il y a des travaux qui ont été menés. Mes grands-parents venaient de Pologne, s'installent à Lens, puis vont en Dordogne, et puis mon grand-père quitte la Dordogne pour aller à Lyon. Dans ces 3 territoires, il y a des matériaux d'historiens importants qui ont été créés. Et puis après, il y avait un élément d'articulation qui était les archives. Et les archives est vraiment le point d'ancrage entre la mémoire familiale et cette histoire avec un grand H. Et l'accès aux archives a été permis justement par ces rencontres-là, avec toute une équipe d'historiens qui m'ont aidé, et je tiens à les remercier,
Bernard Oviriego pour la partie sur la Dordogne, Claire Zalk, Nicolas Mariot pour la partie sur Lens, Régis Lemaire et Tal Brutman pour la partie sur Lyon, et l'équipe également du Mémoire de la Shoah, et notamment de Karen Tayeb, qui ont chacun apporté leur regard et qui m'ont ouvert ce monde des archives, qui est vraiment l'ancrage où se rencontre la petite histoire, la banalité de leur vie dans le meilleur sens du terme, et la grande histoire qui les a dépassés. Alors, les nombreux témoignages sont d'une précision saisissante. Ils nous font revivre des scènes dramatiques de l'histoire. Vous avez été troublé émotionnellement. Comment avez-vous vécu cette période d'immersion dans votre passé familial ? Qu'est-ce que vous a appris ce travail de recherche sur vous-même ? Je dirais qu'il y a plusieurs étapes. Il y a une première étape qui est générée par l'envie de savoir. Dans la préface, Elisabeth Badinter dit rien n'est plus douloureux pour les descendants de ne pas connaître le sort de leur famille. Et de cette étape du doute naît une envie de savoir. Et cette envie de savoir a été permise par tout à coup une rencontre d'un archiviste qui m'ouvre la porte de cette histoire. Petit à petit, cette envie de savoir crée plutôt un sentiment, on va dire, de rendre vie et de rendre hommage à ceux qui sont partis, à ceux qui sont engloutis. Sur les 50 membres de cette famille, 13 ont été déportés et sont morts en déportation. Et leur rendre hommage, aller à la recherche de leur vie, c'est leur redonner de la vie. Donc j'avais peur à un moment du côté déprimant de ces recherches, du côté que j'allais y être englouti, attiré vers quelque chose de très sombre. Et finalement, c'est tout le contraire qui s'est passé. Et à chaque fois que j'en parle avec des témoins du passé ou avec des passeurs de mémoire, ils me disent tous la même chose. C'est-à-dire que, je le dis par une citation, ce dont on se souvient vit. Eh bien, c'est exactement ça dont il s'agit. C'était ramener à la vie toute cette tribu familiale. Et cette vie, rajoute de la vie à la vie. Et en plus, c'était une aventure humaine importante puisqu'elle se faisait au contact de mes proches, de ma famille. C'était des rencontres humaines extraordinaires, puisque ces rencontres avec ces historiens. Et par la suite, à la sortie du livre également, c'était des rencontres avec des lecteurs, juifs et non-juifs, qui me renvoyaient tout l'amour et qui me disaient ta famille est un peu ma famille. Donc je voyais qu'il y avait quelque chose d'universel dans ce parcours-là. Et c'est pour ça aussi que les historiens qui ont travaillé avec moi m'ont encouragé à le publier en me disant que ce dont on parle, c'est l'histoire des Juifs en France. Et au-delà de ça, l'histoire de personnes persécutées alors que leur vie suivait un cours jusque-là banal dans le meilleur sens du terme. Alors on va revenir en Dordogne dans l'histoire. Donc il y a quand même des personnes qui ont aidé votre famille pendant la guerre. Il y a la famille Conquet qui a joué un rôle déterminant dans votre histoire. Mathilde Conquet est veuve, elle élève seule 5 filles avec peu de moyens. Elle aide des familles juives comme la vôtre, elle les cache chez elle dans un petit appartement. Elle ira même jusqu'à inciter les gens autour d'elle à faire de même, mais bon, pas avec grand succès malheureusement. Une des filles Conquet, Huguette, va sauver certains membres de votre famille tout en étant secrétaire de la milice de la Dordogne. C'est un personnage assez ambivalent qui suscite pas mal de questions. Alors, sans trop nous en dire, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi ? Alors, Huguette Conquet, elle est fascinante. Huguette Conquet, elle est née en 25, donc elle a 15 ans au moment où la guerre commence. Et elle a perdu son père, elle devient soutien de famille. Et un de ses oncles, probablement, lui dit qu'il y a une place de secrétaire au service d'ordre légionnaire. Et le service d'ordre légionnaire, en 1943, devient la milice. Et donc, en 1943, Huguette Conquet, qui protège l'ensemble des membres de la famille, devient secrétaire de la milice de la Dordogne. Et tout au long de son activité au sein de la milice, elle va prévenir les membres de la famille de l'imminence des rafles, de l'imminence d'interrogatoires par la milice. C'est pas une résistante, c'est pas une infiltrée, c'est pas quelqu'un qui va mener des actions en sous-main. Elle remplira son rôle administratif, mais elle aura cette ambivalence. Je parle de zone grise en ce qui la concerne. Il y a des gens qui sont des héros, d'autres qui sont des salauds. Elle est dans une zone intermédiaire qui est probablement le reflet de son âge, le reflet de son insouciance. Mais elle va faire des choses folles, et puis les lecteurs le verront. À un moment, ma grand-mère a besoin de déménager. Elle trouve que c'est une excellente idée de demander à la milice d'amener une voiture, 3 miliciens pour aider ma grand-mère juive à déménager. Et les miliciens aident ma grand-mère à déménager. Et après, son destin malheureusement sera tragique, mais
Mais voilà, je vais pas raconter toute l'histoire. Alors, nous sommes toujours en Dordogne. Certains membres de votre famille sont concernés par les dispositions anti-juives. Leurs déplacements sont contrôlés. Ils ont l'interdiction de quitter la commune de Sarliac-sur-l'Île, qui se trouve au nord de Périgueux. Ils seront entre guillemets tranquilles en Dordogne jusqu'en août 1942, date des premières rafles. Et là, tout bascule. Georges Biesinski dit « Nous étions dans le désespoir le plus total. On était devenus du gibier sans trop savoir pourquoi. » Il y aura un autre personnage, Monsieur Delacroix, qui va les aider. À ce moment-là, un certain nombre d'entre eux vont se disperser, vont quitter la région, et d'autres qui avaient rejoint le Pas-de-Calais sont exposés aux rafles de septembre 42 à Lens. Il y en aura 174 donc juifs déportés en Dordogne et 43 000 pour l'année 42 en tout. Oui, exactement. Et il y a eu également une déportation spécifique dans le territoire du Nord-Pas-de-Calais, qui est une région qu'on connaît moins, puisque on a cette représentation d'une France divisée en deux, mais le Nord-Pas-de-Calais était séparé administrativement de la France et était rattaché au commandement militaire allemand. Et un certain nombre de membres de ma famille sont restés dans le Pas-de-Calais. Et le constat pour cela est terrible, puisque 90% des Juifs de Lens ont été raflés le 11 septembre 1942 et quasiment aucun n'est revenu de déportation. Et parmi les membres de ma famille, Charles Dambinski et sa famille sont à Lens, et la veille des rafles, Victor Delcroix, qui est un industriel du Nord, qu'ils avaient rencontré eux-mêmes en Dordogne au moment de l'exode, les prévient de l'imminence des rafles et permet à cette famille, au moins à la femme et un de ses enfants, d'échapper à leur rafle, ce qui est une situation, pour le coup, singulière dans le meilleur sens du terme. Et Victor Delcroix, à la suite de ça, a eu la médaille des Justes. Alors, il y aura un épisode tragique où malheureusement ils ne vont pas échapper à une rafle, où un soir, vous racontez que votre famille est au chaud, ils devraient aller s'abriter pour la nuit et ils ne le font pas. Oui. En fait, on perçoit dans leur comportement, et notamment à partir de l'été 42, à la suite des rafles, que le sentiment de menace devient présent, omniprésent dans leur comportement. On commence à changer de nom. On commence à séparer des enfants. Et il y a une autre stratégie, c'est comme les rafles ont lieu vers 4-5 heures du matin et que tous les juifs sont identifiés auprès de l'administration, on ne veut pas passer la nuit dans l'habitation où on est identifié. Donc il y a un certain nombre de membres de la famille qui disposent d'une chambre cachette, en général sans chauffage, sans éclairage, où on passe la nuit. Et un soir, mon grand-père vient rendre visite à ses cousins et la soirée se passe très bien. Et ça se passe tellement bien qu'on n'a plus envie de bouger. On est tous réunis, on se sent bien, on n'a pas envie de faire quelques kilomètres pour aller dans la chambre refuge et on décide de dormir. Et on dort sur place et on est en février 43. Et en février 43 ont lieu des rafles qui vont entraîner vers la mort 2000 juifs français. Et c'est ce soir-là où, d'habitude, on n'est pas chez soi, mais on est dans cette chambre refuge. Et c'est ce soir-là où des policiers français vont arrêter 2 membres de la famille Garber, le père de famille et puis un de ses enfants qui a 17 ans et va être déporté vers Sobibor et il ne faut pas revenir de déportation. Alors, le 10 septembre 42, Charles Dembinski, le beau-frère de votre grand-père Manek, sera aussi arrêté et va échapper au camp de concentration grâce à un cheminot. Alors, je voulais lire ce petit extrait qui est quand même assez extraordinaire. « Mon père a eu une chance extraordinaire alors que le train était à quai à Fives-Lille. Il s'agissait d'un train de voyageurs et non de marchandises. Un cheminot est passé, lui a mis un seau dans la main et lui a dit « Suis-moi ». Mon père est descendu sur le quai et à la barbe des Allemands, le cheminot l'a emmené dans une arrière-cour et lui a dit de sauter au-dessus d'un mur de plus de 2 mètres de haut. C'est ainsi que Charles a pu s'enfuir. » Donc, Ben voilà quoi tient la vie. Elle tient à être près d'une porte où un cheminot tend un seau et fait passer dans ce cas-là Charles Dembinski pour un des employés de la gare et lui permet de survivre. Pour la petite histoire ou la grande histoire, le cheminot en question s'appelle Marcel Hoffmann. Et il y a quelques semaines, à titre posthume, lui a été remis la médaille des Justes parce qu'il a participé à une opération de sauvetage a priori sans équivalent en Europe. Au moment où les Juifs ont été raflés de Lens, ils ont été amenés en gare de l'île-Fives, comme vous venez de le dire, et en gare de l'île-Fives, des cheminots qui assistaient à la détresse de familles entières en plein été raflés,
ont décidé de s'improviser comme des sauveteurs. Et ils ont essayé de sauver le plus d'enfants possible. Et ils ont essayé de sauver également quelques adultes. C'était plus facile de sauver les enfants, de les faire passer par les fenêtres. Et ce sauvetage-là est un des plus grands sauvetages d'Europe au cours d'un convoi de déportation et a permis à rendre hommage à Marcel Hoffmann à titre posthume. Et il y a quelques semaines, il y a une cérémonie très émouvante au Sénat où la petite fille Marcel Hoffmann était là et où des enfants qui étaient à ce moment-là sauvés par Marcel Hoffmann étaient là, qui avaient maintenant 80 ans. Et c'était un des moments les plus émouvants d'histoire auxquels j'ai pu assister. Donc le facteur chance joue un rôle déterminant, le timing aussi, on l'a vu. Votre grand-père part pour Lyon. Le débarquement en Normandie le 6 juin 1944 n'arrête pas la folie meurtrière allemande. Et il se fait arrêter, il se retrouve en prison à Montluc. Et là, vous commencez aussi une autre recherche pour savoir est-ce qu'il a bien été à Auschwitz ou non, par quel convoi, et vous enquêtez. Ça a dû être compliqué pour vous émotionnellement à ce moment-là de vous poser ces questions-là. De quelle façon est-il mort? Oui. On va dire, il y a quelques moments, quand je vous dis que c'était cette période a été un élément où la vie qui était ramenée par cette histoire m'a permis on va dire globalement de vivre positivement cette recherche. Il y avait quand même des moments, on peut imaginer, un petit peu plombants, un peu terribles. Au départ, vraiment, le parcours de Manek a été au cœur de mes recherches. Et ensuite, comme je vous l'ai expliqué, pour comprendre ce parcours, il a fallu s'intéresser à l'histoire de 50 membres de sa famille. Et je me suis très vite rendu compte que la version, entre parenthèses, administrative officielle de la déportation de Manek ne collait pas avec une réalité historique possible. Son parcours était censé passer par Drancy, et puis la consultation des cahiers d'entrée de Drancy ne montrait pas la présence de Manek. Et il a fallu, comme une enquête policière, partir à la recherche de Manek. Et ça occupe une grande partie de cette recherche. Le hasard, à nouveau, a permis de comprendre le parcours de Manek, et ça vos auditeurs pourront le découvrir. Mais il y a eu des moments, et notamment un moment terrible, c'est que dans le hasard de mes recherches, il y a un chercheur du Centre d'histoire sur la résistance et de la déportation de Lyon qui fait le lien entre ma recherche et un travail sur lequel il était en train de travailler. Et simplement, les noms étaient anonymes. Ils s'étaient fait enregistrer sous un faux nom. Et finalement, il me transmet l'histoire de mon grand-père et il me transmet l'histoire de son arrestation. Et lors d'un mail, il me transmet également les photographies des 2 membres du Parti populaire français qui ont arrêté mon grand-père. Donc à 80 ans d'intervalle, tout à coup, je recevais les photos des 2 tortionnaires qui avaient été à l'origine du décès de mon grand-père. Et je lis un témoignage poignant où on voit l'arrestation de mon grand-père, où on entend un enfant qui pleure au moment de cette arrestation. Et l'enfant, c'est mon père. Donc il y avait ces moments de témoignage là où il a fallu que je m'arrête. Quand j'ai reçu ce mail-là, j'étais en train de travailler. Voilà, la journée ne pouvait plus continuer sur ce même mode. Voilà. Donc on peut le comprendre. Voilà, le temps se contractait à ce moment-là. Ils étaient à côté de moi, et puis le visage de ces tortionnaires faisait que tout à coup, voilà, l'espace-temps s'était resserré, j'étais vraiment en connexion avec eux. Après la guerre, vous apprenez que Erna, votre grand-mère, et Séverin, son fils, sont à Paris chez un membre de la famille, Jacques Timberg. Les autres membres sont éparpillés un peu partout. Aujourd'hui, ils sont en lien, je suppose ? Ils le sont plus que jamais, je dirais. Voilà, cette recherche familiale a contribué à ça. On n'avait pas besoin de ça pour être proche. Mais voilà, il y a eu également effectivement un effet fédérateur et ces 4 branches familiales, voilà, les Feinkuchen, les Timberg, les Biesinski, les Dambinski, sont plus unis que jamais. Ça aussi, on va dire, c'est pas la leçon, mais c'est ce qu'on peut dire après coup. Voilà, on est là et voilà, et nous sommes réunis. Ouais. Vous évoquez le parcours d'une autre famille, les Scharf, qui mériterait, selon vous, un récit détaillé. Est-ce que ça pourrait faire l'objet de votre prochain livre ? Merci du travail demandé. Non, je l'en dis en introduction, faire un travail, c'est forcément un moment restrictif, c'est définir un cadre familial. Et donc, je travaillais sur ces 4 branches familiales parce qu'elles se connaissaient au moment où la guerre a commencé. Et puis après la guerre, pour le meilleur, les mariages ont lieu. Les Biesinski épousent les Scharf, et les Scharf ont également une histoire incroyable, mais ça fera l'objet d'un autre entretien. Merci Frank Feinkuchen pour cet ouvrage si précieux en mémoire à vos grands-parents et à votre famille. Je rappelle le titre de votre livre, Iskor, une famille juive en France entre 1940 et 1944. C'est aux éditions Secrets de Pays.